Bonjour, dans cette vidéo, comme je vous l'ai promis la dernière fois, nous allons parler des prions. Qu'est-ce que c'est que les prions? Les prions sont des agents infectieux protéiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont protéiques parce que les prions sont faits de molécules de protéines. Et ils sont infectieux parce que non seulement ils peuvent causer des maladies, mais aussi parce qu'ils peuvent être transmis d'une personne à une autre ou d'un organisme à un autre et causer des maladies. Donc, ce sont des agents infectieux protéiques. Quand vous, quand vous écoutez le terme infectieux, vous alors vous pensez au virus, vous pensez aux bactéries, vous pensez aux champignons, vous pensez aux parasites, mais ce ne sont pas des virus, ni des bactéries, ni des champignons, ni des parasites. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, ce ne sont pas des cellules. Numéro un, ce ne sont pas des cellules. Ce sont des protéines non cellulaires, c'est-à-dire des protéines qui existent en forme de molécules. Numéro 2, et ça c'est le plus important, ils n'ont pas d'acide nucléique, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni ADN ni ARN. Donc, ce sont simplement des protéines, des molécules de protéines, mais la seule caractéristique importante de ces prions, c'est qu'ils sont anormalement repliés. Est-ce que c'est important? La façon dont la molécule d'une protéine est repliée est importante. Est-ce que cela peut faire une différence dans la fonction et les caractéristiques de la protéine moléculaire jusqu'à faire que cette protéine moléculaire soit infectieuse et soit dangereuse? Pour comprendre tout ça, nous devons d'abord faire la différence entre un prion et une protéine prion. Donc, dans ce paragraphe, dans cette partie de la vidéo, on va essayer de comprendre la différence entre deux termes très confusants. Le premier, c'est la protéine prion et le second, c'est le prion tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la protéine prion? La protéine prion est une protéine normale et fonctionnelle qui se trouve dans beaucoup de cellules dans l'organisme. Les protéines, d'habitude, si on parle généralement des protéines, les protéines doivent se replier normalement d'une manière spontanée pour adopter une certaine conformation, comme on l'a expliqué dans des vidéos précédentes, et la conformation tridimensionnelle d'une molécule de protéine doit être correcte pour que cette protéine de molécule puisse fonctionner normalement et puisse faire une fonction correcte, achever une tâche correcte dans la cellule. Quand les protéines sont nouvellement formées, c'est-à-dire après être traduites euh, à partir de l'ARN messager, il y a d'autres protéines qui s'appellent les protéines chaperones, dont la fonction essentielle, c'est de confirmer que toutes les protéines qui ont été nouvellement synthétisées sont euh, repliées d'une façon correcte, que leur conformation est correcte, qu'ils ont des domaines actifs corrects pour pouvoir s'attacher à des substrats ou à des molécules qui vont s'attacher à ces protéines. Donc, les chaperones ont un rôle très important dans la cellule pour être sûr que toutes les protéines fonctionnelles dans la cellule ont une conformation
tridimensionnelle correcte. Donc, le rôle des chaperones, ce n'est pas seulement de confirmer ça, mais c'est aussi, avant, de d'aider ces protéines-là qui sont nouvellement synthétisées, d'être repliées d'une façon correcte. S'il y a une molécule de protéine qui est mal repliée, qui n'a pas une conformation correcte et qui reste dans la cellule, elle va représenter un problème très grave pour la cellule. Non seulement parce que cette protéine mal repliée ne pourra pas faire sa fonction comme il faut, mais aussi parce que cette protéine mal repliée peut causer des maladies graves. Il y a des maladies très graves qui sont connues pour être causées par des prions, comme par exemple la maladie très fameuse du cerveau et euh, du système nerveux qui s'appelle Alzheimer. Alzheimer. Et aussi la maladie de Parkinson ou Parkinsonism, comme on dit en anglais. Et aussi, il y a la maladie de la vache folle. Euh, Bien sûr, ça, ce n'est pas le terme scientifique. Toutes ces maladies-là résultent de l'accumulation de protéines mal repliées. Donc, quand on dit prions, simplement, tout simplement, on veut dire des protéines prions mal repliées. Mais quand vous parlez d'une molécule qui n'est pas normale, une molécule anormale, donc il ne faut pas dire protéine prion, parce que quand vous dites protéine prion seulement, donc vous parlez de la molécule protéine prion qui a une conformation correcte. Mais quand vous disiez prion seulement, donc vous parlez d'une protéine prion mal repliée. Donc, d'habitude, on dit ou bien protéine prion seulement pour indiquer la molécule normale, fonctionnelle, ou prion pour indiquer la molécule anormale et non fonctionnelle. Ici, nous avons un diagramme de la forme tridimensionnelle d'une protéine prion. Nous voyons que cette protéine prion est riche en hélice A. Ces hélices-là que vous voyez, violet, ce sont des hélices A ou alpha. Ils sont solubles et ils sont sensibles à toutes les protéases qui peuvent hydrolyser ces protéines en en aminoacides. Mais d'autre part, nous avons les prions. Quand on dit prions simplement, donc on parle de l'état pathologique, non pas de l'état normal ou l'état natif. La différence essentielle, c'est que l'état pathologique est riche non pas en hélice alpha, mais il est riche en feuillets bêta. Et donc, ils sont insolubles, ils sont résistants aux enzymes qui s'appellent les protéases, qui hydrolysent les chaînes polypeptidiques. Et en plus, ils sont autoréplicatifs. Ils sont autoréplicatifs, ça, c'est une des raisons pourquoi ces protéines anormales sont infectieuses. Parce que non seulement elles vont induire les autres protéines normales à devenir des prions anormaux, mais aussi parce qu'ils vont se répandre rapidement dans le cerveau et dans les tissus nerveux. Euh, le fait que ces feuillets bêta sont insolubles est important parce que à la fin, ils vont former des plaques et ces plaques seront très dangereuses quand elles se forment sur la membrane cellulaire des cellules nerveuses parce qu'elles vont empêcher l'oxygène, la nourriture d'entrer dans la cellule et vont avoir des conséquences graves et des effets toxiques sur la cellule nerveuse.
La protéine prion, qui est la forme normale de ces chaînes polypeptidiques, doit avoir un gène pour que ce gène soit exprimé et former la protéine prion, c'est-à-dire pour produire une molécule normale, fonctionnelle de protéine prion dans la cellule ou sur la membrane cellulaire, on doit avoir le gène qui est responsable d'être transcrit et ensuite traduit en la protéine prion. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir ce gène-là? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir ce gène-là? Bien sûr, parce que les protéines prions ont des fonctions très importantes. Quand elles sont normales, quand elles sont normalement repliées et quand leur conformation est normale, ils ont des fonctions, ces molécules-là, elles ont des fonctions très importantes dans toutes les cellules et en particulier dans les cellules du système nerveux. Ces protéines prions, et vous savez que ce qu'on appelle gene pool en anglais, ou l'ensemble des gènes, est trouvé dans toutes les cellules somatiques d'un organisme de la même manière. Nous avons une copie exacte de cet ensemble du génome, par exemple humain, dans toutes les cellules somatiques. Mais la différence entre une cellule et une autre, la différenciation vient du fait que certains gènes sont actifs, turned on, dans certaines cellules, alors qu'ils sont inactifs dans d'autres cellules. Donc, les gènes qui doivent être exprimés ou qui sont supposés d'être exprimés en protéines prions sont présents dans tous les noyaux de toutes les cellules somatiques de la même façon. Mais ils sont actifs et donc exprimés euh, principalement dans les cellules du système nerveux, parce que c'est dans ces cellules-là euh, que nous avons besoin le plus de ces protéines prions. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas également présentes dans d'autres tissus de l'organisme. Euh, et maintenant, quand on parle des prions, qui sont la forme anormale des protéines prions, ils peuvent pénétrer dans les cellules de votre cerveau euh, par une de deux façons. Ou bien une infection, c'est-à-dire ils seront transmis à travers l'ingestion de tissu cérébral infecté. Par exemple, il y a des gens, dans certaines cultures, on mange le cerveau des animaux. Et si ce cerveau-là n'est pas bien cuit, donc, et s'il est infecté, donc l'infection sera transmise à la personne qui mange ce cerveau infecté. Vous devez vous demander maintenant comment est-ce que l'ingestion de ces prions-là, qui sont des protéines, ne va pas aboutir à digester ces prions dans l'estomac ou dans les intestins. Ça, on va l'expliquer dans une vidéo euh, euh, séparée. Mais maintenant, c'est une des façons de transmission ou des moyens de transmission, c'est l'ingestion. Euh, En particulier le cerveau. Pourquoi? Ou le tissu cérébral, parce que ces prions-là sont très nombreux dans le cerveau, justement comme les protéines prions normales sont supposées être abondantes dans dans le tissu cérébral. Mais aussi, ces prions-là peuvent être le résultat d'une mutation qui a eu lieu dans le gène qui aurait dû s'exprimer en une protéine prion normale. Donc, quand le gène est normal, il s'exprime en une protéine prion normale. Mais quand le gène a eu une mutation, donc il va s'exprimer
en une protéine anormale différente. Et une fois présents dans le cerveau, les prions vont se multiplier sans avoir ni ADN, ça c'est ADN, ni ARN. Alors comment, sans avoir d'acide nucléique, ils peuvent se multiplier? Se multiplier ici ne veut pas dire faire une division cellulaire, par exemple, mais se multiplier ici veut dire augmenter leur nombre. Et ils ont une façon très automatique de multiplier leur nombre, et ceci en induisant les protéines normales à se replier d'une façon anormale. Donc, chaque fois qu'un prion, qui est une molécule protéine prion anormale, vient très proche d'une molécule normale, elle va s'attacher à cette molécule normale et l'induire à changer sa conformation en changeant certaines liaisons de la conformation tridimensionnelle pour qu'elle acquiert une nouvelle ou pour qu'elle obtienne une nouvelle conformation qui n'est pas la conformation fonctionnelle et normale. La protéine prion normale, on l'appelle PRPC, protéine prion cellulaire. Donc, quand vous disiez protéine prion, vous parlez de la protéine prion normale. Elles sont naturellement, comme on vient de le dire, elles sont naturellement présentes à la surface des neurones, des cellules neurones et d'autres cellules, mais ils sont en particulier, ces protéines-là, elles sont en particulier abondantes dans les tissus nerveux, dans les neurones. Quelles sont les fonctions physiologiques des protéines prion normales? Euh, Elles jouent, bien sûr, un rôle crucial, très important dans le système nerveux. Donc ça, c'est une phrase qui résume tous les points que nous allons expliquer. Elles ont un rôle très important dans le système nerveux. Tout d'abord, elles sont importantes pour non pas le développement des neurones, mais aussi pour la survie de ces neurones. Elles sont aussi importantes parce qu'elles participent à la formation de la mémoire. Vous ne devez pas savoir les détails, quelles sont les réactions biochimiques qui aident à achever ces tâches-là, mais vous devez savoir ça, mais pas en détail. Donc, ils sont importants pour la différenciation des neurones. Ils sont importants pour la survie des neurones. Ils sont importants pour votre mémoire et pour la protection contre le stress oxydatif. Et ça, c'est une des raisons pourquoi ils sont importants ou elles sont importantes pour la survie des neurones, parce qu'elles protègent les neurones contre le stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif? Vous savez que tout le temps, dans la cellule, nous avons des réactions d'oxydation. Pourquoi? Parce que la respiration cellulaire est principalement une réaction biochimique d'oxydation où l'oxygène va oxyder le glucose d'une façon indirecte pour extraire, pour fragmenter la molécule et extraire de l'énergie. Quand ces réactions oxydatives se passent dans la cellule, il y aura toujours une tendance de la part de la cellule à oxyder beaucoup de molécules à l'intérieur de la cellule. Mais puisque l'oxydation des molécules est endommageante à la cellule, donc il doit y avoir un équilibre entre l'oxydation, qui est l'addition de l'oxygène, et la réduction, qui est l'addition de l'hydrogène ou l'addition d'électrons. Et alors, si l'oxydation est plus
se passe plus rapidement que la réduction, donc on aura un stress oxydatif et la cellule sera stressée et sera potentiellement endommagée. Les protéines prions, c'est-à-dire normales, sont très importantes aussi pour l'adhérence cellulaire. Vous savez que les cellules sont adhérentes et que cette adhérence-là est une façon de communication entre les cellules. Et parfois, non pas seulement une communication physique, mais aussi une communication fonctionnelle. Et nous allons voir ça dans le chapitre, dans nos études, dans notre étude du chapitre de la cellule. Les protéines prions sont aussi importantes pour la régulation de la myéline. Et la myéline, c'est une couche de lipides euh, non continue qui couvre l'axon du neurone et qui est très importante pour protéger le neuron et pour aider la transmission rapide euh, de, des- de l'électricité ou du courant électrique sur la surface du neuron. La protéine pathologique, qui est le prion, on l'appelle protéine SC ou protéine prion Scrappy. Et cela, c'est parce que, on l'appelle comme ça parce que il y a une maladie causée par ces prions qui s'appelle Scrappy. Les protéines prions Scrappy ou simplement les prions sont la forme ou représentent la forme anormale des protéines prions. Pourquoi? Comme on vient de le dire, parce qu'ils ont une conformation tridimensionnelle anormale. Cette conformation est caractérisée par être riches en feuillets bêta. Et quand elles sont riches en feuillets bêta, cela va dire que ces molécules-là vont former ensemble des plaques au-dessus des cellules nerveuses et ces plaques-là sont très résistantes. C'est-à-dire que ces plaques-là sont dangereuses, elles sont endommageantes, mais en même temps, on ne peut pas enlever ces plaques facilement ou euh, hydrolyser ces plaques facilement parce que ces plaques-là sont très résistantes aux enzymes protéolytiques et en même temps, elles sont très résistantes à la chaleur et aux désinfectants classiques. Donc, ces plaques-là sont très résistantes et puisque ces plaques-là sont dangereuses et sont nuisantes, le fait que l'on ne puisse pas se débarrasser de ces plaques-là représente un grand danger à l'organisme. Quel est le mécanisme de propagation de ces prions? Nous avons dit que les prions sont des molécules protéiques infectieuses. Et une des causes pourquoi ils sont infectieux, c'est qu'ils ont cette caractéristique de euh, euh, de se répandre très rapidement. Comment est-ce que les prions se répandent très rapidement? Parce qu'ils agissent comme un modèle moléculaire, c'est-à-dire c'est comme un modèle et quand ils s'attachent à une autre molécule normale, ils induisent cette molécule à changer son conformation d'une façon que la conformation finale soit anormale et similaire au prion modèle qui a causé ce changement-là. Donc, au contact des protéines normales, la molécule prion va induire leur conversion ou leur altération ou leur changement en une forme pathologique. Et ce phénomène va déclencher comme une réaction en chaîne, c'est-à-dire un prion va induire une molécule normale à être un prion et le nouveau prion va induire une troisième molécule, etc.
Donc, c'est toute une chaîne, c'est une réaction en chaîne, comme si c'était une réaction nucléaire. Et donc, euh, euh, pendant une très courte période de temps, nous allons voir une accumulation très rapide et progressive de ces protéines mal repliées dans le système nerveux. Euh, vous pouvez vous demander alors où sont les chaperones. Les chaperones ont le rôle de détecter les molécules qui ne sont pas conformées d'une façon normale, de les déplier et de les replier d'une façon normale. Donc, ils ont une fonction qui protège la cellule. Mais le problème, c'est que cette chaîne de réaction est si rapide que les chaperones ne peuvent pas corriger tous les défauts qui résultent de ces conversions causées par les prions. Donc, les chaperones, protéines chaperones, essaient de corriger tout ça, mais puisque ce changement-là se passe très rapidement, donc le changement parfait ou 100% n'est pas toujours possible. Alors, quelles sont les conséquences neuropathologiques? Quelles sont les maladies des neurones ou les dommages qui peuvent arriver aux neurones, qui peuvent être subis par les neurones à cause de ces changements ou à cause de ces prions? Donc, l'accumulation des prions va provoquer quoi? Numéro un, une perte neuronale progressive, parce que chaque fois que des prions vont s'accumuler sur la membrane cellulaire d'un neuron, et puisqu'ils sont riches en feuillets bêta qui sont insolubles et qui ne sont pas facilement hydrolysés, donc ils vont former des plaques qui sont très difficiles à s'en débarrasser, et donc le neuron sera détruit. Et petit à petit, on va avoir une perte de neurones ou une perte neuronale progressive, c'est-à-dire continue, et qui augmente petit à petit. Et une ou un des problèmes les plus sérieux qui arrivent aux neurones, c'est la vacuolisation du tissu cérébral, comme vous le voyez dans le diagramme ici. Vous voyez comme des trous dans le tissu neuronal à cause de ces vacuoles ou de ces parties du tissu qui deviennent complètement vides, sans cytosol, sans organelles. Ça, c'est qu'on appelle une vacuolisation du tissu cérébral. Et le terme scientifique, c'est une dégénérescence spongiforme. Dégénérescence, cela veut dire que le tissu nerveux perd petit à petit sa structure et sa fonction. Il devient endommagé et il devient anormal. Et spongiforme parce que ces vacuoles-là ou ces trous-là font que le tissu soit semblable à une éponge. Donc la dégénérescence spongiforme, c'est une affection neurodégénérative. Dégénération veut dire perte de structure et perte de fonction. Et naturellement, c'est une affection neurodégénérative rare du système nerveux central. Et quand on dit du système nerveux central, on veut dire que cela se passe seulement dans le cerveau et dans la moelle épinière, non pas dans les nerfs. Et elle est caractérisée, comme vous le voyez ici dans le tissu, par la présence de micro-vacuoles, de vacuoles très petites que l'on voit à travers le microscope. Et cela se passe dans les cellules nerveuses ou les neurones. Et donc, le tissu cérébral a l'aspect d'une éponge. Mais aussi, une des conséquences de ces maladies-là, c'est la gliose. Qu'est-ce que c'est que la gliose? Les cellules gliales sont des cellules qui supportent le tissu nerveux.
c'est-à-dire c'est un tissu de soutien du cerveau et elles sont présentes entre les neurones dans le tissu nerveux. Mais qu'est-ce que c'est qu'une gliose? Une gliose veut dire que ces cellules gliales supportives vont se multiplier d'une façon très rapide et très excessive pour former un tissu qui est semblable à une cicatrice. Donc, les cellules gliales, d'habitude, ont des fonctions très importantes dans le tissu nerveux. Mais le problème, c'est que, par exemple, les cellules gliales supportent les neurones. Les cellules gliales apportent de la nourriture et de l'oxygène aux neurones. Mais les cellules gliales, quand elles se reproduisent ou se multiplient d'une façon exagérée, comme ici, donc elles vont grossir et faire une sorte de cicatrice qui est très similaire ou semblable à une fibrose, par exemple dans les tissus comme la peau. Quand vous avez une cicatrice ou une inflammation dans la peau, euh, à cause d'une blessure ou après une blessure, vous avez une cicatrice après. Cette cicatrice-là, c'est une fibrose qui est formée de cellules qui sont des cellules de support, justement, comme les cellules gliales dans le cerveau. La présence de ces cicatrices ou cette gliose n'est pas, ne représente pas un bénéfice ou un gain pour le tissu nerveux, mais au contraire, c'est endommageant et nuisible parce que cela va arrêter la nourriture et l'oxygène et les empêcher d'arriver aux neurones ou aux cellules nerveuses. Et cette atteinte-là, la gliose, et tous ces changements dont on a parlé sont irréversibles. Irréversibles, c'est-à-dire que l'on ne peut pas corriger. Et toutes les maladies qui sont causées par ces dégénérations sont des maladies incurables et des maladies fatales. Par exemple, vous devez avoir écouté parler de scrapie chez le mouton, de encéphalopathie spongiforme bovine ou la maladie de la vache folle chez les bovins. Et chez l'être humain, nous avons cette dégénération spongioforme très rare qui s'appelle Creutzfeldt-Jakob et qui cause la mort des personnes qui sont affectées. L'importance médicale des maladies à prion, c'est que toutes ces maladies-là sont considérées des encéphalopathies. Encéphalopathie, le préfixe encéphalo veut dire le cerveau et bien sûr, le, le suffixe pathie veut dire maladie et spongiforme veut dire que le tissu du cerveau va contenir ou le tissu nerveux va contenir des microvacuoles et elles sont transmissibles parce qu'elles sont infectieuses. Donc, EST, E, c'est pour encéphalopathie, S, c'est pour spongiforme et T, c'est pour transmissible. Toutes ces EST, ces maladies-là, sont caractérisées par, numéro un, une très longue période d'incubation, c'est-à-dire que les agents infectieux qui sont ici, les prions, prennent une longue période de temps où ils sont en train de se multiplier dans le corps humain ou dans l'organisme, dans l'animal, sans montrer de symptômes. Et c'est ça la période d'incubation. C'est exactement comme dans les maladies causées par des virus, où vous pouvez avoir le virus dans le sang et en train de se multiplier, mais les symptômes ne se sont pas encore montrés sur la personne. Numéro 2, une évolution progressive, c'est-à-dire, comme on vient de l'expliquer, c'est comme une chaîne de réaction. Un prion anormal
va rendre une molécule normale, va faire que sa conformation soit anormale et va la changer, etc. C'est une chaîne progressive de changement de conformation. Et elle cause une neurodégénérescence très sévère, c'est-à-dire que les symptômes sont très graves et la dégénération de la structure et de la fonction du tissu nerveux sont très sérieux et sont très graves et difficiles à traiter ou même impossibles à traiter. Et c'est pour ça que l'issue est constamment fatale en l'absence de traitement curatif et la plupart du temps, il n'y a pas de traitement curatif. Donc, pour résumer, les prions sont un exemple unique d'agents infectieux qui n'ont ni ADN ni ARN et dont la transmission ou leur infectivité dépend exclusivement de cette chaîne de réaction, d'altération conformationnelle des protéines normales, sans intervention d'un génome, ni génome viral, ni génome bactérien. Donc, ce ne sont ni des virus, ni des bactéries, ni des champignons, comme on l'a dit, ni des parasites. Je vais m'arrêter là et j'espère que la vidéo vous est utile. Et si vous l'avez trouvée utile, donc cliquez sur like, écrivez vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné et partagez cette vidéo avec vos camarades de classe, vos collègues pour répandre le bénéfice et l'utilité de cette vidéo. Merci et à bientôt.